Volgograd est en feu, l'oléoduc de Tikhoretsk est détruit. Goïda à Vladikavkaz. La plus grande usine de pyrotechnie y explose. Le Moyen-Âge en Crimée. La péninsule est sans électricité, réseau ni Internet. Boudanov lance un défi à Poutine. C'est à écouter absolument. Les forces ukrainiennes entrent dans Mariupol. La Russie envoie au front des soldats sans doigts, aux mains. Poutine annonce une trêve de Pâques de 32 heures. La Russie recrute des tueurs pour éliminer les chefs des centres de recrutement ukrainiens. Rutte s'est violemment disputé avec Trump et Starmer a comparé Trump à Poutine. Ils marcheront sur Kiev. Poutine a ordonné la création d'une zone tampon à la frontière avec la Biélorussie. Des chasseurs polonais ont intercepté un IL-20 russe au-dessus de leur territoire. Le renseignement militaire est entré en Crimée et y a semé la pagaille. C'est la fin pour le pont de Crimée, de plus en plus proche de l'échec. Des faits choquants sur la coopération d'Orban et son équipe avec le Kremlin et même la mafia ont fait surface. Bonjour à tous, je m'appelle Yulia Kokan et voici tout de suite l'essentiel. Mais d'abord, likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour ne plus nous perdre sur YouTube. Les Russes ont fêté quelque chose de grandiose dans la nuit du 10 avril. Comment expliquer autrement une telle quantité de spectacles de feu? Voici les occupants qui s'amusent près de Dolzansk, dans la région de Luhansk, après une attaque de drone. À Melitopol occupé, les Russes ont reçu un projectile, suivi d'une panne de courant. Et voici Goukovo, dans la région de Rostov. Un incendie massif après une attaque de drone. Les habitants rapportent que l'explosion a été très puissante. C'était bruyant aussi dans Mariupol occupé. Des fusées festives ont probablement survolé la région de Rostov. Et pour clore la soirée, il y a eu, pour ainsi dire, la tête d'affiche. L'oléoduc principal Volgograd-Tikhoretsk a été touché, l'une des artères clés qui achemine le diesel vers le sud de la Russie. Et je ne me trompais pas en parlant de finale éclatante, car l'incendie était visible à 25 km. Et voici des images matinales du même endroit. Comme on peut le voir, l'incendie n'est toujours pas éteint. Et ce n'est pas tout. Le 10 avril, un entrepôt de pyrotechnie a explosé au centre de Vladikavkaz. Après l'explosion, les feux d'artifice ont continué de détonner pendant un long moment. Selon Baza, un incendie massif et de la fumée se sont déclarés dans le bâtiment près de la rue des événements d'août. Des témoins ont rapporté des éclairs blancs et des détonations. On sait déjà qu'une personne est morte dans l'explosion et 14 ont été blessés, dont un enfant. En lisant vos commentaires, je vois que beaucoup nous regardent d'Europe, du Kazakhstan, de Moldavie et même des États-Unis. Nous, Ukrainiens, vous remercions de votre soutien et sommes fiers d'avoir des spectateurs aussi sensés. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous regardez et si l'on soutient chez vous notre lutte contre l'empire du mal. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires, mais pour l'heure, on continue. Voici le plus intéressant. Les partenaires demandent de ne pas frapper les raffineries russes, mais nous le ferons. C'est, en résumé, l'essentiel de l'interview du chef du bureau du président, Kirilo Boudanov. À la question de savoir s'il est vrai que les partenaires ont demandé aux autorités ukrainiennes de ne pas détruire les terminaux pétroliers russes, il a répondu, je cite, « Je ne peux que dire dans les grandes lignes, oui, cela existe. Pourquoi? En tant que personne raisonnable, vous pouvez comprendre. C'est une question de prix, mais nous avons notre propre guerre. » De plus, Boudanov a ajouté que les frappes sur les terminaux pétroliers russes pèsent sur les négociations et renforcent clairement notre position. Boudanov a aussi prédit beaucoup de nouveautés de la part des Russes lors des prochaines discussions. Chaos énergétique en Crimée occupée. La péninsule connaît des pannes d'électricité. Le réseau ne supporte plus la charge. C'est ce que rapporte le mouvement de résistance Atesh. Ces pannes massives s'accompagnent de problèmes d'Internet mobile et de navigation GPS. Eupatoria et Saki sont les plus touchés, avec des coupures de courant d'urgence. Actuellement, les communications sont instables. Les occupants parlent de raisons techniques, mais en réalité, le système ne supporte pas la charge des sites militaires et de la guerre électronique. C'est la panique dans les états-majors. Avec les coupures massives, des alertes ont été diffusées partout concernant une attaque massive de drones. L'Internet mobile est coupé en banlieue. Le GPS déraille complètement dans tout l'ouest de la Crimée. Les envahisseurs tentent de nous aveugler dans le ciel, privant les civils de toute connexion. Nous voyons chacune de vos bases privées de courant. La Crimée n'est pas l'arrière, c'est une zone sous notre contrôle. Le système fait des étincelles et va bientôt s'embraser pour de bon. Eh bien, que dire? Partout où la Russie pose son pied avec arrogance, le chaos total s'installe. Aimez la vidéo si vous êtes d'accord. Le dictateur russe Poutine a annoncé une trêve de Pâques.
Mais pour être honnête, à peine avais-je lu cette nouvelle que la sirène a retenti dehors. Je n'ai même pas été surprise car nous savons tous ce que vaut la parole de Poutine. Pourtant, le président ukrainien Zelensky s'est aussi exprimé sur cette trêve pascale. Il a déclaré « L'Ukraine a dit maintes fois être prête à des mesures réciproques. Nous avons proposé un cessez-le-feu pour Pâques cette année et agirons en conséquence. Les gens ont besoin d'une Pâques sans menace et d'un vrai pas vers la paix. La Russie peut choisir de ne pas reprendre les frappes après Pâques. Et vous, croyez-vous au moins au calme pendant Pâques? Dites-le nous en commentaire. Passons aux nouvelles du front. Les forces de défense ont détruit un LRM ennemi Tornado G. L'opération a été menée par les pilotes de drones FPV de l'unité air OUG. La cible a été vite repérée et identifiée par la 72e brigade. L'estimation minimale des pertes est de 2,1 à 2,7 millions de dollars. En 2021, ce système coûtait entre 0,9 et 1,1 million de dollars. Désormais, le prix a pratiquement doublé à cause de l'inflation et de la pénurie de microélectronique due aux sanctions. La production prend de 6 à 12 mois, il est donc impossible de compenser rapidement cette perte. L'élément critique est l'ASKV. Sans cela, le Tornado G régresse au niveau du grade, ce qui réduit considérablement son efficacité. Un système en moins, c'est une capacité en moins pour l'ennemi. Et l'unité Strix a habilement éliminé du matériel et de l'infanterie russe dans la direction de Belgorod. Et ce n'est pas tout. L'ennemi a perdu un S-300 et un poste de contrôle de drone. Le Lazarus Group de la Garde nationale et l'armée de l'air ukrainienne ont mené une opération spéciale d'envergure vers Zaporijia. À chacune de ces étapes, des cibles ennemies importantes ont été frappées. La première étape a été la destruction du complexe de guerre électronique russe Palantin par les drones des Lazars. La phase suivante, des frappes sur les systèmes de défense aérienne de l'adversaire. Le Lazarus Group a organisé une chasse aux systèmes de missiles anti-aériens S-300 avec l'appui de la reconnaissance aérienne de la 15e brigade Forêt-Noire. Grâce à des actions d'analyse conjointe, l'emplacement des systèmes de défense aérienne russes a été établi. Ensuite, le Lazarus Group a frappé un lanceur du système S-300 Saint et une station de guidage de missiles multicanaux du système S-300 Saint. Ces complexes empêchaient l'aviation ukrainienne d'opérer. Cependant, les Lazars ont ouvert la voie et le commandement de l'armée de l'air a détruit le poste de contrôle des drones russes. Pendant ce temps, un soldat russe raconte les réalités du service dans l'armée russe et ce qui se passe réellement sur le front. Voici, sur la vidéo, Boltinsky Alexander Viktorovitch, nom de code Vologda. Il a servi dans les 344e et 82e régiments des forces russes, avec une interruption pour désertion. Il dit « Bien que les unités soient différentes, le système est le même. Il faut payer pour tout. Pour un refus, c'est la torture, les coups, et pour les plus têtus, un aller simple en groupe d'assaut. » Dès qu'il en a eu l'occasion, Vologda a rejoint les combattants ukrainiens sans attendre d'être éliminé par les siens. On ne nous donnait pas de congé du tout. Voilà. Ils nous ignoraient. Voilà. Le racket d'argent a commencé. Voilà. Les chefs de section Klik, Spritz et Bayan nous prenaient de l'argent. Ils nous dépouillèrent de sommes importantes. 20, 50 000. Voilà. Celui qui faisait le plus d'erreurs, on lui prenait même 100 000. Spritz et Bayan, ils picolèrent le soir et ils ont commencé à faire n'importe quoi. Ils en ont même attaché 2 à un arbre et ont commencé à les tabasser avec des matraques. Enfin, ces bâtons en caoutchouc, comme en ont les flics. Voilà. Ils ont commencé à les cogner et ils les laissaient comme ça jusqu'au matin. Voilà. Ils ont jeté 2 autres gars dans un trou. Je ne cesse d'admirer le courage et l'héroïsme des soldats ukrainiens. Ils tiennent le front et s'opposent à une immense horde qui les dépasse largement en nombre. C'est pourquoi je vous invite à soutenir l'armée ukrainienne et si vous ne pouvez pas le faire financièrement, écrivez-leur des mots de soutien en commentaire. Je sais qu'ils nous regardent. Et en Russie, c'est encore du grand n'importe quoi. Les médias russes rapportent qu'à Omsk, des personnes avec de graves handicaps physiques sont déclarées aptes au service et envoyées à la soi-disant opération militaire spéciale. Dans la vidéo, filmée au 1442e régiment de fusiliers motorisés de la 6e division de fusiliers motorisés du 3e corps d'armée, on voit les nouveaux soldats qui ont passé la commission médicale militaire au centre de sélection Sirius. Ils ont été déclarés aptes au service militaire, après quoi ils ont signé un contrat. Avez-vous passé la commission médicale militaire? L'avez-vous passé pour l'aptitude au service militaire? Je l'ai passé. Avez-vous été déclaré apte au service militaire? Oui.
Et vous l'avez passé? J'ai passé la commission à Sirius. Déclaré apte avec restriction au service militaire. Quelle est votre catégorie? V. V? J'ai passé la commission au centre de sélection Sirius et j'ai réussi avec succès la commission. J'ai signé le contrat. Infirmier. Apte, c'est ça, vous avez été déclaré. Apte, oui. Parmi les nouveaux arrivants, Maxime Petrovitch Beregovoy, né en 68, et Anvar Atabayevitch Kassanov, né en 76, à qui il manque des doigts. L'un n'en a plus du tout aux deux mains, l'autre partiellement, jusqu'à 8 doigts. La vidéo montre aussi un troisième nouveau soldat, Alexandre Vladimirovitch, qui présente des troubles de l'élocution marqués. À l'apparence de ces militaires, il est clair qu'ils ont de graves problèmes de santé. Pourtant, malgré cela, ils ont quand même été envoyés dans une unité, puis dans la zone de la soi-disant opération militaire spéciale. Eh bien, personnellement, je ne suis pas surprise. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous. Les Russes ne lâchent pas leur rêve de zone tampon. Les occupants la veulent tout le long de la frontière, pas seulement la leur, mais aussi la biélorusse. Et cela inclut les régions de Kiev, de Tchernihiv et de Soumy. C'est ce qu'a déclaré Volodymyr Zelensky. Quant à la Transnistrie, dont on a parlé plus tôt, le président n'y voit pas de menace pour l'instant. Il souligne que l'objectif principal des Russes est la direction de Pokrovsk. Les Russes veulent s'emparer de Droujkivka, Kostiantinivka et Pokrovsk d'ici fin avril et bombarder les zones frontalières. Kherson, Dnipro, Nikopol et Odessa. Il a ajouté que dès que la météo permettra de lancer une offensive, ils essaieront de le faire. Quand le temps sera plus mauvais, ils utiliseront davantage de drones. Là où ils pourront terroriser avec des drones FPV, ils le feront. Nous devons donc y être prêts, car c'est leur tactique, a conclu Zelensky dans sa déclaration. Les forces ukrainiennes libèrent avec assurance et méthode la Crimée temporairement occupée. Dernière minute, les forces spéciales du GUR ont détruit le dernier ferry ferroviaire russe à Kertch occupé. Voici les détails. Les occupants sont visés. Les forces de défense ukrainiennes anéantissent le potentiel militaire russe en Crimée. La péninsule devient impraticable pour les soldats de Poutine. Alors que la propagande du Kremlin vante des cibles abattues, la réalité est tout autre. Dépôts pétroliers en feu, pénurie de carburant et matériel ennemi détruit. L'armée ukrainienne a achevé le dernier ferry ferroviaire russe, le Slavianin, à Kertch. Il n'y a rien d'inattendu pour nous ici. Eh bien, les statistiques le confirment. Selon la direction principale du renseignement, le Slavianin était un maillon clé du ravitaillement des occupants en Crimée. Par ce ferry, l'ennemi transportait carburant, lubrifiants, armes, matériel militaire et munitions pour approvisionner les troupes russes. La destruction du Slavianin a de fait bloqué la logistique de l'armée d'occupation. C'est un coup très dur porté aux capacités de l'armée de la Fédération de Russie lors du redéploiement du personnel et du matériel vers la zone de combat. Et notez que cette frappe survient au moment où l'armée russe redouble d'efforts dans la région de Zaporijia. Rappelons qu'en mars dernier, les forces spéciales ukrainiennes avaient déjà mis hors service un autre ferry ferroviaire, l'Avangard. Les forces ukrainiennes ont aussi attaqué des infrastructures pétrolières, notamment des dépôts de carburant à Théodosie et Gvardeyskoye ont été touchés. Ils servaient à l'accumulation et au stockage des carburants et lubrifiants nécessaires au ravitaillement des occupants. Je ne pense pas pouvoir ajouter quoi que ce soit de nouveau ici. Que dire de plus? Tout est déjà bien clair. La péninsule est passée de forteresse imprenable, selon les propagandistes, à une zone de frappe permanente. Actuellement, on peut dire sans hésitation que la logistique des troupes d'occupation est désormais totalement sous le contrôle du renseignement militaire ukrainien, qui mène des opérations actives en Crimée, territoire temporairement occupé. La Crimée est ainsi devenue une cible facile pour les drones ukrainiens. Début avril, les militaires ukrainiens ont aussi frappé en Crimée un entrepôt de drones russes rares, les Orions. Un avion An-72P et un radar de guidage de l'aviation ennemie ont également été visés. Rien qu'en mars 2026, plus de 50 frappes réussies sur des sites militaires ont été recensées sur la péninsule. La Crimée est très dépendante sur le plan logistique. Et, par conséquent,
E, le pont de Crimée, la liaison par ferry et bien sûr la liaison terrestre avec l'Ukraine continentale. C'est tout. Donc, si l'on contrôle par le feu directement les liaisons par ferry, ce qui est déjà fait, et qu'ensuite, on neutralise la logistique via le pont de Crimée, la présence continue des Russes en Crimée perd tout son sens. C'est-à-dire que les capacités d'approvisionnement du groupement de troupes et, par conséquent, de l'administration d'occupation seront pratiquement réduites à néant. L'un des facteurs clés est la faiblesse de la défense anti-aérienne. Le système de défense anti-aérienne de la Crimée temporairement occupée traverse sa pire période depuis le début de la guerre à grande échelle. Le système de défense antiaérienne en Crimée était considéré comme l'un des plus échelonnés sur le territoire des zones occupées de l'Ukraine. Il s'agit de 3 échelons de systèmes de défense antiaérienne. Suite aux frappes réussies contre les systèmes de missiles S-300, S-400, Pantsir S-1 et les stations radars, les capacités de l'armée russe en défense active des sites stratégiques, logistiques et militaires ont été pratiquement réduites à néant. Les forces de défense ukrainiennes mènent une campagne systématique de démilitarisation de la Crimée, détruisant méthodiquement la logistique, la défense anti-aérienne et la flotte de l'ennemi. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a critiqué Trump et l'a comparé à Poutine. Cela a été révélé après que Starmer a parlé aux journalistes lors d'une visite au Moyen-Orient. Le Premier ministre a déclaré que la société britannique est fatiguée des fluctuations économiques constantes dues aux leaders mondiaux. Politico rapporte que les familles et entreprises britanniques vivent dans l'instabilité avec des factures d'énergie fluctuant selon les décisions prises notamment par Vladimir Poutine et Donald Trump. Starmer a souligné que les conséquences de ces décisions se font sentir directement dans le quotidien des Britanniques. Il a aussi noté qu'avec la guerre au Moyen-Orient et la hausse du pétrole, les prix au Royaume-Uni continuent de grimper. Selon Politico, le Premier ministre a tenté de former une coalition internationale pour débloquer le détroit d'Ormuz. Cependant, ces efforts n'ont pas abouti. L'une des raisons est la dégradation des relations avec Washington, après que Londres a refusé de prêter ses bases militaires pour des opérations offensives. Depuis, Trump a critiqué publiquement Starmer à plusieurs reprises. Le Premier ministre n'a pas commenté les propos de Trump sur la fin de la civilisation si l'Iran ne rouvrait pas le détroit. Il a toutefois souligné qu'il n'utiliserait pas une telle rhétorique et qu'il agirait selon les valeurs britanniques. 53% des Britanniques voient les États-Unis comme une force négative, selon Politico, vu la guerre en Iran et les tensions. Selon un sondage Public First, seuls 29% des personnes interrogées pensent que les États-Unis ont un rôle positif. Le journal note un changement radical depuis décembre 2025, quand 35% voyaient l'Amérique comme négative. 41%. L'étude montre aussi que 65% des Britanniques pensent comme que l'Amérique a tendance à créer des problèmes ailleurs. 57% des Britanniques disent que Washington défie ses alliés à travers le monde, et seuls 27% des répondants estiment que les États-Unis soutiennent leurs alliés. 49% des Britanniques disent qu'on ne peut pas compter sur les États-Unis en cas de crise. L'étude a porté sur plus de 2000 répondants au Canada, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Que pensez-vous de ces tendances? Dites-le nous. Le secrétaire général de l'OTAN a cité les pays opposés à l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance. Rutte a rappelé qu'au sommet de Washington en 2024, un accord sur l'adhésion irréversible de l'Ukraine a été conclu. Cependant, selon lui, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance n'est pas actuellement à l'ordre du jour, notamment parce que 4 États y font obstacle. Quoi qu'il en soit, l'Alliance reste concentrée sur le soutien à l'Ukraine dans la guerre et les pourparlers de paix. Plusieurs pays freinent l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, dont l'Allemagne, la Slovaquie, la Hongrie et les États-Unis. Et je ne pense pas que ce soit encore à l'ordre du jour. Mais ce n'est pas tout. De plus, le président américain Donald Trump, lors d'une réunion privée avec le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, a vivement critiqué les alliés européens. Politico rapporte ces détails de la conversation, citant 3 sources bien informées. Le sujet principal était leur refus de soutenir les opérations américaines au Moyen-Orient. Selon les sources, l'échange à la Maison-Blanche a été tendu, tournant à une longue critique virulente des alliés. Et que pensez-vous de tout ce remue-ménage actuel au sein de l'Alliance entre ses membres? Dites-le nous, lâchez-vous dans les commentaires. Voici l'info. Poutine teste la Pologne.
Des F-16 polonais ont intercepté pour la deuxième fois cette semaine un avion de reconnaissance russe Il-20 au-dessus de la mer Baltique. Le ministre polonais de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, a déclaré que l'avion ennemi volait sans transpondeur ni plan de vol. Le commandement opérationnel polonais voit dans ces actes du Kremlin une tentative délibérée de tester la défense aérienne de l'OTAN et de trouver des failles dans la protection des frontières de l'Alliance. L'aviation polonaise a identifié et escorté l'intrus, montrant sa capacité à réagir immédiatement à toute menace. Les provocations de la Fédération de Russie mettent à l'épreuve nos systèmes de défense aérienne. Grâce à la vigilance constante de nos pilotes et de nos troupes au sol, le ciel polonais reste sûr. L'armée polonaise est prête chaque jour à intervenir pour protéger notre espace aérien. À votre avis, que prépare réellement Poutine? Partagez vos avis en commentaire, je les lirai avec attention. Pendant ce temps, le petit Victor est au bord du gouffre. Des preuves choquantes de liens entre Orban, son équipe, le Kremlin et même la mafia ont fait surface. La tension monte à l'approche des élections en Hongrie et Orban fait tout pour se maintenir au pouvoir. Quand on parle d'élections, on peut citer le camarade Staline qui a dit un jour une chose très juste. Peu importe qui vote, ce qui compte vraiment, c'est bien qui compte les voix. Je pense que l'enjeu principal de ce scrutin, c'est de savoir si Orban ira jusqu'au bout pour rester au pouvoir. Et tout indique qu'Orban n'a aucune intention de quitter son poste de Premier ministre. Pour cela, il a obtenu le soutien de la Russie et, plus surprenant, des États-Unis. Le vice-président américain J.D. Vance s'est rendu à Budapest et a soutenu Orban et sa rhétorique anti-ukrainienne. On voit qu'Orban a des soutiens de poids, dont les États-Unis, qui accusent curieusement l'Ukraine d'être, par la voix de J.D. Vance, d'influencer ces élections. Mais sa présence à un meeting pour soutenir un candidat est, selon moi, une tentative flagrante d'influencer le vote. Trump lui-même s'immisce dans le processus électoral. Lors du même rassemblement de soutien à Orban, Vance a appelé le président américain qui a publiquement déclaré son amour au premier ministre hongrois. J'aime la Hongrie et j'aime Viktor. Je vous le dis franchement, c'est vraiment un homme absolument fantastique. Nous avons d'excellentes relations. Sincèrement, il fait très bien son travail. Vraiment. Bien que Trump veuille voir Orban rester premier ministre, celui qui perdrait le plus d'un changement de pouvoir, c'est Poutine. Et le Kremlin fait tout son possible pour que cela n'arrive pas. Un groupe de conseillers politiques russes travaille pour Orban depuis longtemps, avec l'aide du renseignement militaire russe. C'est-à-dire que pour lui, c'est le moment de vérité, et pour ses parrains russes, c'est aussi le moment de vérité. Ils ont vraiment besoin que leur, disons, fameux cheval de Troie reste ici, sur place, c'est-à-dire celui qui continuera sans relâche à détruire progressivement l'Europe et à suivre, de façon très fidèle, les ordres du Kremlin, sans jamais les remettre en question. Et cette aide russe lors des élections n'est pas une nouveauté. Il s'avère que Viktor Orban rampe devant les Russes depuis les années 90. Le média The Insider a obtenu une interview d'un ancien membre d'un groupe criminel, Laszlo Kovacs. Et il dit ouvertement qu'Orban recevait de l'argent du chef de la mafia russe, Semyon Seva-Mogilevich, via le chef de la police hongroise, Sándor Péter. Les fonds étaient alloués pour ce qu'on appelle le règlement de questions et pour financer la campagne électorale. Je n'ai jamais rencontré Viktor Orban personnellement. Seulement, à un moment donné, alors que j'apportais régulièrement de l'argent à Péter vers 1997, ces liasses de billets sont devenues plus importantes. Elles étaient pour la plus lourde. Il est arrivé qu'un sac de sport en cuir soit totalement rempli d'argent. Et ce que j'ai entendu au bureau, c'est tout ce que je peux vous dire. Tiens, que Lodzi apporte ça à Vitka. Et nous connaissons bien sûr le jargon de Seva. Qu'il fasse ce que je lui dis, sinon je vais le baiser, qu'il gagne les élections. C'est le genre de choses que j'entendais. Et j'en ai conclu que j'apportais cet argent pour qu'Orban gagne les élections en 1998, ce qu'il a d'ailleurs réussi à faire. Même après presque 3 décennies, les positions pro-russes d'Orban n'ont pas changé. Le Premier ministre hongrois appelle ouvertement à la levée des sanctions contre Moscou et bloque les initiatives pro-ukrainiennes au sein de l'Union européenne. Et récemment, la transcription de sa conversation téléphonique avec Vladimir Poutine a fuité sur le net. Dans l'extrait publié, Orban compare le dictateur du Kremlin à un lion et propose de devenir sa petite souris.
Lorsqu'on a demandé au premier ministre hongrois de commenter cet échange, Orbán a déclaré qu'il ne voyait rien de honteux à être prêt à devenir la souris de Poutine. Nous entretenons des relations avec le président des États-Unis, avec de nombreux dirigeants européens, le président de la Russie, les dirigeants de certains pays d'Asie centrale où nous nous appelons amis, et même avec certains dirigeants de pays musulmans. Je n'y verrai rien de particulier. On saura dès dimanche si Grizoun parviendra à conserver son siège. Mais les experts préviennent d'emblée. L'opposition doit se préparer aux ruses d'Orbán. Et même si la souris perd et s'en va, il ne faut pas baisser la garde. L'opposition doit déjà être prête à défendre ses voix. Ne pas faire comme en Géorgie, où l'opposition a attendu que tout dérape. Ils ont alors tenté de faire descendre les gens dans la rue, mais rien n'a fonctionné. En réalité, c'est véritablement un défi de taille pour la société civile hongroise. Sauront-ils vraiment protéger leur choix ou non ? L'enjeu n'est pas simplement de gagner les élections ou de protéger son vote, mais aussi de réussir à résister aux attaques qui suivront le scrutin. Par exemple, l'un des scénarios serait qu'Orbán tente, via ses alliés, de saboter le nouveau gouvernement pour essayer de provoquer de nouvelles élections, en cherchant à influencer le processus politique. La propagande dès le berceau dans toutes les maternelles de Russie. Sur ordre de Poutine, des cours de propagande vont être instaurés. De plus, ces cours ont déjà lieu chaque lundi dans les écoles russes. On ne peut qu'imaginer ce qu'on raconte réellement aux élèves et de quoi on leur bourre le crâne. Tous les détails dans ce reportage. La Russie continue de s'enfoncer. Des cours de propagande seront introduits dans toutes les maternelles de la Fédération de Russie. Le dictateur russe en personne a ordonné d'étendre cela dès l'automne 2024. Poutine. En soulignant que les prétendues valeurs fondamentales de l'État russe doivent être inculquées dès le plus jeune âge. Les discussions sur l'essentiel marquent le début d'un chantier de grande envergure. L'important ici est de ne rien exagérer, vous comprenez ? Il ne faut pas aller trop loin, tout doit être fait avec mesure. Et d'un. Et de deux, tout doit être sincère, objectif et clair. Dès le plus jeune âge, il faut bien sûr transmettre certains fondamentaux que nous devons inculquer à l'enfant. Selon le Moscow Times, dès le 1er septembre de cette année, les maternelles russes verront apparaître l'équivalent des cours scolaires de propagande, discussions sur l'essentiel et jeux bienveillants. C'est ce qu'a annoncé la vice-ministre de l'Éducation russe, Olga Kaloudarova. D'après elle, ces séances seront consacrées aux valeurs spirituelles et morales. Le journal précise qu'en 2025, ces jeux ont été lancés à titre expérimental dans les maternelles de 25 régions. Ce nouveau format prévoit des jeux, des discussions, des ateliers créatifs et de la lecture. Et cela permet de parler aux enfants de choses importantes de manière simple et intéressante. Les cours abordent des thèmes tels que les peuples de Russie, mon jardin d'enfants préféré, sécurité saisonnière, automne, agriculture, grands-parents, un coin de Russie, ma terre natale. Le ministère de l'Éducation russe a même déjà élaboré des manuels spéciaux pour les éducateurs. Quoi et comment inculquer aux enfants. Une instruction étape par étape. Par exemple, lors de la discussion du thème « Les peuples de Russie » avec des enfants de 3 à 5 ans, ils doivent dire « Pour protéger notre patrie, nous sommes prêts à nous unir ». Et lors d'une conversation avec des enfants de 5 à 7 ans, il faut ajouter « Comme il y a de nombreuses années, Minin et Podjarski ont rassemblé une milice populaire et ont libéré ensemble Moscou des ennemis. Dans le cadre du thème « Un coin de Russie, ma terre natale », les élèves doivent deviner une énigme. Je ne partirai nulle part, je travaillerai et vivrai ici. La réponse est la patrie. De plus, les bons jeux contiennent des recommandations pour les parents sur ce qu'il faut jouer avec l'enfant à la maison, ce qu'il faut discuter avec lui, quels dessins animés regarder et quels livres lire. Et si pour les jardins d'enfants tout cela est encore nouveau, dans les écoles, la machine de propagande tourne déjà à plein régime. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, les leçons de propagande, conversations sur l'essentiel ont lieu tous les lundis. Bienvenue en Russie. La région de Kherson ainsi que celle de Zaporijia. Entre autres, on sature les oreilles des écoliers avec les informations voulues sur la guerre en Ukraine, l'annexion de la Crimée, le rôle de la Russie dans le monde et ses soi-disant alliés, l'utilité de payer des impôts à l'État et ainsi de suite. La liste est infinie.
Le renforcement de la composante propagandiste du régime russe, en particulier dans le but d'accroître l'influence même sur les enfants, est, me semble-t-il, un indicateur important de la transformation du régime lui-même. Pendant longtemps, le régime russe, le régime de Poutine, a cherché à dépolitiser la société au maximum, c'est-à-dire qu'il y a une certaine politique, les politiciens s'en occupent, mais cela ne concerne pas les citoyens en général et ne devrait pas trop les intéresser. Le régime visait moins à motiver les citoyens à le soutenir activement, mais au contraire, à faire en sorte que les citoyens ne pensent pas trop à la politique. Eh bien, en fait, rien d'étonnant. Par exemple, nous avons déjà entendu parler des soldats dès le berceau. Vous vous souvenez de tous ces enfants déguisés en uniforme militaire ? Comment ils arboraient des rubans de Saint-Georges, récitaient les slogans appris par cœur, organisaient des défilés pour le 9 mai. Et pas seulement. Les enfants sont devenus des militaires. Sur place, en avant, marche, gauche, gauche. 1, 2, 3. Ou encore, partout, là où c'est nécessaire ou non, les Russes affichent leur drapeau tricolore. Et les enfants ne font pas exception. C'est quand on est patriote dès la naissance. C'est quand on a le drapeau tricolore, les armoiries. Tes tout premiers vêtements disent déjà que tu es né en Russie. Et voici les vœux préférés du petit père Poutine par la bouche des enfants. Joyeux anniversaire, Vladimir Poutine. Joyeux anniversaire, notre président. S'il lance vraiment un appel au combat final, oncle Vova, on est avec toi. Mais tout cela ne suffit pas à Poutine, d'où l'idée d'un lavage de cerveau total via des cours de propagande. Aujourd'hui, tout évolue progressivement. Et le régime exige de façon croissante, non pas une simple loyauté passive, mais un soutien actif. C'est lié au besoin de mobiliser plus de citoyens au front et pour qu'ils acceptent mieux les changements, souvent négatifs, du pays. Il ne s'agit pas seulement d'imposer une passivité aux citoyens, mais au contraire, d'exiger d'eux un soutien actif au régime. Pas seulement un soutien actif et engagé, mais un véritable soutien dès le plus jeune âge, dès les tout premiers moments de la vie. La Russie recrute des Ukrainiens pour éliminer les chefs des centres de recrutement. C'est ce qu'a rapporté le SBU. Voici les détails. Un chômeur de Poltava, recruté via Telegram, est arrivé à Odessa, où, selon les coordonnées de ses contacts, il a récupéré une grenade Effen, un AK-47 et des munitions. Après avoir vérifié les armes, il a dû préparer une autre cache. L'agent a caché l'arsenal dans des poubelles d'un parc central et a transmis les coordonnées au FSB. De plus, les services russes prévoyaient de recruter un tueur pour assassiner le chef d'un centre de recrutement local. En cas de succès, la liste des cibles potentielles devait être élargie. Plus tard, la recrue a été arrêtée à Poltava après avoir accompli sa mission. Il est soupçonné de trahison et de possession illégale d'armes. Il risque désormais la prison à perpétuité. C'est tout pour aujourd'hui. Likez la vidéo et abonnez-vous à Ukraine aujourd'hui pour ne rien rater. À bientôt.